Donc, je suis avocate et coordinatrice du projet L'Aparté. Donc, je vais vous présenter un petit peu le projet, puis ensuite, on va essayer de voir ensemble pendant une petite heure les fondamentaux des notions de harcèlement, des différents types de harcèlement, puis surtout, ben, comment agir, quoi faire quand on est témoin, employeur ou qu'on en vit soi-même. Et je vous donner comme ça des petites clés de réflexion. Et ensuite, il y aura une période de questions. Vous pourrez me poser toutes les questions. Donc, si vous êtes tous bon, je vais juste partager mon écran, ce sera pas long. Voilà, je vais juste vous mettre un petit... Est-ce que vous voyez bien? Parfait, super. Donc, c'est ça. Donc, aujourd'hui, ça va être vraiment sur quand agir, quand parler et comment aider. C'est une formation qui peut durer 3 heures comme elle peut durer 1 heure. Donc là, on va vraiment voir les notions clés, mais on ne va pas aller tout à fait en profondeur parce que vous imaginez, chaque notion juridique peut amener à des centaines de discussions. Puis le but, c'est pas de vous embêter non plus avec tout ça. Donc, on va commencer tout de suite avec... oups, je pense que ça marche pas. Ah, parfait. Fait que l'aparté, qu'est-ce que c'est? Donc, une petite mise en contexte. Comme vous le savez, à partir de 2017, il y a eu le mouvement MeToo qui s'est vraiment développé dans le monde entier. Tout le monde a commencé à dénoncer des situations qui étaient intolérables, qui existaient depuis quand même des années, mais que pour une partie, c'était sous silence. Puis, il y a eu vraiment ce feu, en fait, qui s'est réveillé partout. Donc, c'est comme ça que nous sommes nés, en fait, à partir de ce mouvement-là. Il y a eu un plan d'action des différentes associations professionnelles du milieu culturel au Québec qui se sont dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour que on ait tout de suite une ressource qui soit offerte. Donc, tout le monde est un peu allé sur sa planche à dessin et surtout l'UDA, l'Union des artistes, avec évidemment plein d'autres associations, se sont dit, bon, on va peut-être aller toquer à la porte de Juripop, qui est une OBNL qui s'occupe de l'accès à la justice, et voir avec eux s'ils auraient les ressources en fait pour créer ce nouveau projet. Puis c'était le cas, donc est né l'Aparté, qui en fait est un guichet unique. C'est gratuit, c'est confidentiel, c'est des avocats, avocates. En fait, on est actuellement 2. Il y a moi et il y a ma collègue Maître Vechter qui répondons aux appels, on ouvre des dossiers. Donc, pour tout ce qui a trait au harcèlement, aux violences à caractère sexuel, mais aussi des fois, c'est juste des questions d'incivilité. Ben, ça, c'était comme notre premier mandat. Ensuite, je vais vous expliquer, on a un petit peu évolué. En 2020, on a été assiégé en fait par la nouvelle vague de dénonciation qui s'est passée un peu dans tous les milieux. Puis, on s'est rendu compte que les victimes n'avaient vraiment pas tous les outils pour avoir confiance au système judiciaire. Donc, petit à petit, on a essayé de créer un laboratoire, un petit peu de pensée de, bon, ben, qu'est-ce qu'il faudrait pour que la victime se sente à l'aise de dénoncer. Parce qu'aujourd'hui, je pense que vous le savez, il y a beaucoup de, 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 de dénonciations qui ne se font toujours pas, notamment à cause des mesures de représailles, etc. Donc, on pourra voir ça un peu plus en détail. Puis, bon, bah, juillet 2020, c'est la vague de dénonciation, mais c'est aussi la COVID-19. Donc, il y a une certaine fermeture du milieu culturel. Il y a eu vraiment un gros impact sur la communauté. Et il y a eu comme un besoin multidisciplinaire pour tout le monde, que ce soit d'un aspect financier, psychologique, mais aussi de, d'être écouté, d'être entendu dans ces réclamations. Donc, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Notre mandat change un petit peu à chaque année. Comme je viens de vous le dire, le gros, c'est vraiment qu'on est un guichet. Donc, on est comme un espèce de bureau d'avocat. On reçoit des demandes, on répond par des consultations juridiques, de l'accompagnement, etc. Donc, on va offrir cette première assistance à toutes les personnes. Puis ensuite, on va prendre en charge finalement les besoins juridiques de la personne. Donc, les besoins juridiques, ça peut être de l'accompagnement lors d'une enquête suite à une plainte de harcèlement à l'interne. Ça peut être une médiation qui serait chapeautée par un tribunal. La seule chose que malheureusement, on n'a pas le droit pour l'instant de faire, c'est de la représentation devant les tribunaux. Parce que en fait, les OBNL n'ont pas cette autorisation législative pour l'instant, mais on est pas mal d'OBNL à militer justement pour avoir ce droit-là. Donc, ça se peut que ça change. Et ensuite, ben, récemment, depuis 2021, ce qu'on fait, c'est qu'on aide les personnes qui ont des organismes culturels ou des compagnies de théâtre comme vous à implanter des mécanismes de prévention et de sensibilisation
contre le harcèlement. Donc, ça peut prendre la forme d'ateliers, de conférences comme aujourd'hui, mais aussi de révision de politique interne, de création de codes d'éthique. Donc, toute cette panoplie-là, par contre, nous, on ne donne pas de conseils juridiques sur la gestion de la plainte en tant que telle. C'est-à-dire qu'on peut aider à l'implantation d'un process, mais on ne peut pas aider, par exemple, une compagnie de théâtre à gérer une plainte entre deux personnes, tout simplement parce qu'on serait en conflit d'intérêts, puisque nous, notre mandat principal, c'est vraiment de venir en aide aux victimes de harcèlement. Mais excusez-moi, on fait, en fait, depuis la pandémie aussi, ce qu'on fait beaucoup, c'est des missions sur le terrain. On a travaillé avec Oceaga et Hillsonic, justement, on était sur place, on avait des intervenants psychosociaux qui pouvaient aider quand il y avait des signalements de violence pendant le festival. Nous, on était là, on avait une brigade en fait d'intervenants et puis d'avocats. Aussi pour le Salon du Livre, on a fait un partenariat où on était présent pendant tout le Salon du Livre avec une ligne d'écoute d'urgence aussi. Donc, ça, c'est nouveau, c'est des missions sur le terrain. Puis, récemment aussi, on est impliqué en fait dans la plaidoirie, je dirais, vers les instances plus décisionnelles. Donc, à force de prendre des constats des victimes, on a envie que les choses changent. Donc, parfois, on prend ces constats-là, on les amène au gouvernement. Donc là, par exemple, en ce moment, on est très content du changement de la loi sur le statut de l'artiste. La présentation n'en prend pas encore compte, tout simplement parce que le projet de loi est encore un petit peu flou dans l'application. Donc, on sait qu'il va y avoir des nouveaux recours. On pourra en parler un petit peu tantôt, mais on ne sait pas exactement comment ça va fonctionner. Donc, on essaiera au maximum de vulgariser ça, puis peut-être de vous le partager aussi pour plus tard. Donc, pourquoi parle-t-on de harcèlement dans le milieu de la culture? Les conséquences du harcèlement sont multiples. Ce qu'on se rend compte, c'est que, premièrement, ça impacte psychologiquement la personne. Il y a une baisse de motivation dans son travail, dans son envie en fait de continuer sa profession. Il y a aussi malheureusement une envie de prendre moins de contrats, de s'éloigner de certaines personnes ou du milieu. Donc ça, c'est vraiment dommageable. Ensuite, il y a une augmentation du risque d'invalidité ou d'accident, car le harcèlement n'est plus simplement une infraction, c'est aussi une maladie. Ça peut amener en fait à une maladie psychologique. Donc ça s'est reconnu de plus en plus, heureusement. Puis effectivement, ça a un impact en fait sur la santé puis le bien-être de la personne qui peut même développer un stress post-traumatique suite à certaines actions. Par exemple, on le verra notamment dans le cas du harcèlement sexuel, ça peut amener à des conséquences encore plus graves. Puis finalement, une perte d'emploi ou tout simplement l'envie de s'éloigner de son milieu de travail et amène avec ça des problèmes financiers. Donc, vous voyez, les conséquences du harcèlement sont vraiment importantes et c'est pour ça qu'il y a une nécessité dans tous les milieux de la prévenir parce qu'une fois que ça arrive, malheureusement, des fois, c'est même un peu tard. Donc, le milieu du théâtre, vous le connaissez bien, c'est différent d'un milieu lambda de bureau où on est salarié, on a toutes les conditions qui nous protègent. Pourquoi? Parce que souvent, c'est par contrat, à projet, à court terme aussi. On va être pendant X temps dans tel théâtre. 2 mois plus tard, on se retrouve avec une autre équipe. Donc, et puis, les liens de pouvoir changent aussi. On peut se retrouver avec quelqu'un qui va avoir un lien d'autorité sur nous pendant un contrat, mais sur l'autre contrat, ça va être le contraire. Donc, c'est vraiment changeant. Puis, évidemment, les horaires sont atypiques. Il y a des tournées, il y a des événements sociaux qui sont importants. On a envie de boire un petit verre après la représentation. C'est des choses qui sont tout à fait normales, mais peut-être qu'ils se voient un petit peu moins selon les milieux. Et donc, tout ça, ça amène finalement à des conditions et à un milieu qui doit, en fait, on doit être un petit peu plus vigilant. Aussi, comme le milieu du théâtre, mais aussi le milieu de la danse, il y a des contacts physiques, il y a une certaine proximité, dépendamment aussi des rôles qu'on doit jouer. Il peut y avoir des contacts rapprochés. Et puis, c'est aussi un milieu qui on n'est pas forcément toujours salarié, en fait. On est souvent des travailleurs et travailleuses autonomes. Donc, ça, on le verra au niveau des recours, ça a un impact. Puis, quels sont en fait finalement les facteurs de risque? Donc, quand est-ce qu'on se dit, est-ce qu'il pourrait y avoir du harcèlement?
Le harcèlement, on le voit souvent, je vais vous le montrer après, c'est une espèce de thermostat en fait de la violence. Quand on parle de harcèlement, généralement, c'est qu'on est déjà arrivé à une accumulation d'incivilité, d'inconduite, qui prise à part ne serait pas du harcèlement. Et donc, les facteurs de risque, ça peut être premièrement le manque de respect entre les personnes, de couper la parole, de ne pas prendre en compte l'opinion de quelqu'un. Ça peut être des conflits de personnalité au départ qui sont mal gérés ou qui sont tout simplement non gérés par les personnes en autorité ou tout simplement par les personnes elles-mêmes. Puis des sentiments malheureusement bien humains comme l'envie, la jalousie, la rivalité aussi. Il peut y avoir l'absence de communication, de dire je ne vais pas dénoncer comment je me sens, puis ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule. Dans certains milieux, on peut voir une compétition aussi, on l'a dit tantôt, une rivalité. Et puis l'ambiguïté aussi, ça on le voit beaucoup, on n'a pas tout de suite donné c'était quoi les attentes, qu'est-ce qu'on voulait exactement. Et donc ça peut créer une imprécision, puis ça peut amener en fait à une escalade des conflits. Donc tout ça, ce sont des facteurs finalement de risque où le milieu peut devenir en fait toxique au fur et à mesure que ces facteurs-là s'accumulent. Puis, évidemment, le manque de formation aussi. Heureusement, c'est une belle initiative de l'ACT de le faire aujourd'hui, mais des fois, c'est de ne pas connaître, en fait, de ne pas reconnaître, parce qu'on a tous des caractères tout à fait différents, avec des seuils de tolérance aussi qui sont différentes. Donc, quelqu'un qui potentiellement serait considéré comme ayant beaucoup de caractère, qui va parler très fort, avec une personne qui peut-être a autant de caractère, mais va parler moins fort, ces choses-là, en fait, il faut réussir à reconnaître en dehors de juste la personnalité que non, si on veut un milieu qui soit sain, où on sente bien de travailler, oui, ça a la place aux personnalités, mais il faut être d'accord en fait sur les limites. Donc, on va voir ensemble, en fait, au fur et à mesure, les types de harcèlement, que vous puissiez les reconnaître aussi. Puis, évidemment, on n'ira pas dans le détail de chacun, mais pendant la période de questions, si vous avez des questions, on pourra y aller. Donc, le premier type de harcèlement, c'est vraiment le harcèlement qui est psychologique. Donc, on parle de violence verbale, parfois même d'insultes, de dénigrement, ou par exemple, on va vous isoler. Donc, à chaque fois que vous allez parler, les personnes ne vont pas répondre, ou vous allez vous sentir exclu, en fait, des autres personnes. Et puis, parfois, il y a même de l'intimidation. Donc, tout ça, en fait, le harcèlement psychologique, c'est un spectre assez large, mais la définition législative, ce qu'elle veut, c'est qu'il y a 5 critères. Donc, le premier critère, il faut que le comportement soit humiliant, offensant ou abusif, ou alors qu'il soit non voulu, dans le sens où, comme le cas de l'isolement, c'est-à-dire que oui, c'est humiliant, c'est offensant, mais ce n'est pas par l'action, mais plutôt par l'omission. Ensuite, la répétition du comportement. Donc, il faut que ce soit passé à plusieurs reprises. Évidemment, red flag, si le comportement est très grave, ça se peut qu'on ait juste besoin d'une fois. Je pense qu'il y a une question dans le chat. Est-ce que nous recevrons les présentations suite? Je vous laisserai répondre, Joanie. Au niveau du troisième critère, il faut que le comportement soit agressif, malveillant ou non voulu. Puis le quatrième critère, c'est comment se sent la personne. Donc, suite à l'attitude, la personne se sent diminuée, elle se sent dévalorisée ou dénigrée. En fait, elle se sent tout simplement pas bien. Puis ça commence à avoir un impact psychologique sur elle. Et le cinquième critère, c'est que le milieu en fait de travail est devenu difficile, on dirait même toxique parfois. Donc, on n'a plus envie d'être dans cet endroit-là puisqu'on est en train de subir tous ces comportements-là. Je ne vous entends pas, du coup, c'est toujours... Oups, je pense que ça a un petit peu avancé trop vite. Excusez-moi. Oui. Donc, le deuxième type de harcèlement, c'est le harcèlement sexuel. Donc, le harcèlement sexuel, ça va être, par exemple, la demande de faveur sexuelle, fais-moi un câlin, embrasse-moi, quelque chose comme ça. Ça peut être des attouchements qui sont non consensuels, donc une main sur la hanche, pas obligé que ce soit sur des parties dites génitales ou comme les seins. Puis ça peut aussi prendre, en fait,
tellement de formes différentes. Là, je vous ai mis des exemples, mais c'est vraiment pas exhaustif. Mais ça peut être aussi de montrer des images qui sont illicites. Donc, des images, par exemple, de la personne en maillot de bain, disant « regarde », des affaires comme ça. Et donc, le harcèlement sexuel, en fait, c'est un comportement. Donc, ça peut être des paroles, des actes ou des gestes. Mais le critère principal, c'est que c'est à connotation sexuelle. Évidemment, il faut que ce soit non désiré. Donc, ça va vous provoquer de l'inconfort, de la crainte. Et puis, répéter. Mais comme la même chose que pour le harcèlement psychologique, un seul acte grave pourrait être du harcèlement sexuel. Je vous donne un exemple de acte grave. Ça peut être de vous bloquer la porte, par exemple, en disant des paroles à connotation sexuelle, mais on ajoute par-delà une impossibilité d'échapper à la situation. Donc, la personne reste sur le cadre de porte, vous empêche de sortir de la pièce. Ça a été considéré comme un acte qui est grave et dont on n'a pas besoin de répétition. Et puis ensuite, comme le harcèlement psychologique, il faut que ça atteigne la dignité de la personne. Ça peut être l'intégrité physique ou psychologique, ou les deux, ou les trois. Le harcèlement sexuel, il peut être non-verbal également. Ça peut être des sifflements, ça peut être des regards qui sont vraiment insistants sur votre corps, sur votre bouche. Ça peut être des courriels, des textos. Ça peut être des blagues aussi, si ça devient verbal. Des remarques sur votre physique, des questions un peu plus précises sur votre vie privée. Est-ce que tu as un chum? Est-ce que vous avez encore des rapports sexuels? C'est des choses vraiment qui dépassent complètement l'entendement. Mais ça, c'est de l'harcèlement sexuel. Après, ça peut aller évidemment encore plus loin. Il y a comme une échelle. Ça peut être des menaces finalement de écoute, s'il ne se passe pas de quoi entre nous, tu perds ton rôle ou je ne veux plus travailler avec toi parce que tu as refusé qu'on s'embrasse. C'est des affaires comme ça, vraiment pernicieuses. Des fois, ça peut être aussi faire croire à la personne un peu du gaslighting, genre non, je pense que c'est toi qui m'as montré quelque chose, puis moi, c'est normal que je pensais qu'on allait avoir une relation sexuelle, alors que pas du tout. On voit vraiment une panoplie de comportements vraiment qui peuvent être du harcèlement sexuel. Et puis, physique. Donc, comme on l'a dit tantôt, une main sur la hanche, des frôlements, on fait exprès de toujours frotter la personne ou des gestes à caractère sexuel. Mais quand on est dans des gestes à caractère sexuel, la limite, finalement, on va vite aller dans l'agression sexuelle qui est encore plus grave, finalement. Donc, ce qu'on voit beaucoup comme question souvent, c'est bon, est-ce que c'est de l'harcèlement sexuel? Est-ce que c'est de l'harcèlement sexiste? Donc, le harcèlement sexuel, c'est basé toujours sur les préjugés et sur les stéréotypes sexistes, par exemple, souvent associés malheureusement aux femmes. Mais il ne va pas y avoir forcément une connotation sexuelle dans les paroles. Donc, à la différence de tantôt, ça va être plus des blagues un peu de mon oncle sur les femmes, des choses comme ça. Donc, finalement, on se dit, qu'est-ce que c'est du harcèlement sexiste? La Commission des droits de la personne du Québec est venue définir un petit peu, oups, je pense que je ne l'ai pas. Donc, dans le fond, c'est ça. Donc, le harcèlement sexiste, ça va être des blagues, des paroles qui sont déplacées et qui dépassent un petit peu le cadre d'une personne raisonnable qui ne voudrait pas mettre mal à l'aise la personne. Puis le harcèlement sexiste, en fait, peut devenir du harcèlement aussi. Si à répétition, vous avez des blagues qui sont genrées sur « Oh, les femmes ne savent pas faire ci »,« Oh, vous avez trop d'émotions », etc., à force de répétition, ça peut devenir finalement du harcèlement qui est basé sur votre genre. Mais on va le voir après, dans le harcèlement discriminatoire, il y a 14 motifs en fait qui sont protégés par la Charte des droits et libertés, dont finalement le genre. Donc souvent, quand on porte plainte, par exemple, pour harcèlement sexuel, on a le recours à la Commission des droits de la personne. Ce n'est pas écrit directement comme plainte pour harcèlement sexuel, ça va être une plainte qui est basée sur un motif de discrimination, soit le fait que vous êtes, par exemple, une femme. Mais ça pourrait être aussi un homme si, par exemple, c'était une femme qui harcelait seulement les hommes. En tout cas, pour avoir ça. Donc, comme je le disais, le harcèlement discriminatoire, il y a 14 motifs. Ces 14 motifs, vous pouvez aller les lire là, directement sur le site de la commission, mais je vais vous en donner quelques-uns. Ça va être donc le sexe. Vous êtes une femme, vous êtes un homme, l'âge. Donc, il y a beaucoup de discrimination sur l'agisme aussi dans le milieu
culturel, malheureusement, quand une personne commence à avoir de l'âge. Il y en a beaucoup. Nous, on a beaucoup de dossiers où c'est comme t'es trop vieux, va-t'en de ce milieu, etc. Donc ça, sachez-le, c'est de l'harcèlement discriminatoire. La race, évidemment, la religion, la couleur de peau, mais ça peut être aussi les convictions politiques, par exemple, ben, vous allez voter pour telle personne, puis mettons que vous feriez discriminer constamment pour ce motif-là, ben, ça pourrait être de l'harcèlement discriminatoire. Puis, le dernier harcèlement qui est, en fait, pour les 3 premiers, ce sont plus des recours qu'on dirait civils, administratifs, mais pour l'autre, c'est plus criminel. Donc, le harcèlement criminel, ça a une gravité un petit peu supérieure parce qu'on peut aller jusqu'à la peine d'emprisonnement, parce que ça va être le procureur de la couronne qui va s'occuper de ce dossier-là une fois que vous avez porté plainte à la police. Puis le harcèlement criminel, ben, c'est le fait, par exemple, de se faire suivre jusqu'à chez vous. La personne est toujours là quand vous finissez une représentation. Elle vous attend, vous vous sentez en danger. Ça, c'est du harcèlement criminel. Il y a aussi recevoir des menaces, en fait. Ça aussi, c'est du harcèlement. De l'extorsion, donne-moi de l'argent, sinon je vais répéter ceci, je vais répéter cela. Puis récemment aussi, je ne sais pas si vous l'avez vu avec l'affaire de Madame Bouchard, ce qui a été reconnu, c'est que sur les réseaux sociaux, les communications qui sont harcelantes, donc par exemple, vous recevez 50 commentaires sur une photo de vous, ça peut être du harcèlement. Est-ce qu'il y avait une question? Je pense qu'il y a un micro qui s'est ouvert. Donc, vous avez vu donc, la panoplie de types de harcèlement qu'il existe. Donc, pourquoi agir? C'est vraiment important d'agir en prévention parce que, premièrement, c'est la qualité de vie, de se sentir bien quand on va travailler, qu'on sent que si jamais il y a une incivilité ou un conflit de travail, il va être géré, il y a une procédure interne qui va permettre de ne pas faire escalader finalement la violence. On veut aussi supprimer le continuum des comportements négatifs. À force d'accepter de l'incivilité, finalement, ces incivilités-là vont amener à un milieu qui devient toxique. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne veut pas. On ne veut pas non plus perdre le contrôle sur la situation. Donc, et puis, un autre aspect qu'on va voir ensemble en prévention, c'est que quand on est témoin d'une situation, je comprends qu'on n'a pas forcément envie d'agir. D'ailleurs, on va le voir ensemble également, vous n'avez pas d'obligation d'agir, mais quand on veut instaurer une culture de prévention où tout le monde est un peu proactif pour que le milieu soit agréable et qu'on se sente bien dans son travail, c'est qu'en tant que témoin, on devrait agir en fait quand on est face à une situation qui dépasse l'entendement ou si on peut aider une personne qui, elle, vit du harcèlement, c'est plein de petits gestes que, mis bout à bout, finalement, on essaie de changer la culture et on essaie d'améliorer les choses. Donc, comme je vous montrais, en fait, nous, dans nos dossiers, ce qu'on se rend compte, c'est que, mettons qu'on part sur une feuille blanche, les gens apprennent à se connaître, tout se passe bien, tout le monde est très civil sur un projet, ça se passe super bien. Puis là commence une première chicane, un petit conflit de personnalité qui va amener finalement à des petites incivilités. On te coupe la parole, on te dit que oh, t'as mal répété ça, oh, à cause de toi, on est toujours obligé, tu oublies trop ton texte, c'est vraiment dommage. Puis tu sais, ces petites choses-là, la façon dont on le dit, le ton qui est abordé, ou ça peut devenir vite des incivilités puis des inconduites en fait qui peuvent être vexatoires. Parce qu'avant de parler de harcèlement, comme on l'a vu, la loi est assez restrictive. Il faut vraiment que ça vienne respecter les 5 critères. Mais quand on a tout de suite de l'incivilité, il faut agir tout de suite en fait. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas de l'harcèlement, on n'a pas une action à prendre. D'ailleurs, de plus en plus, les politiques contre le harcèlement prennent en compte l'incivilité et sanctionnent l'incivilité parce qu'ils ne veulent pas voir ce thermostat en fait monter, monter, monter. Parce que quand on arrive au harcèlement et que la personne se sent harcelée, ça se peut qu'elle ait déjà quitté le projet, qu'elle n'ait plus envie de travailler avec les personnes et on est déjà dans un stade où, je dirais, le mal est fait. Alors que quand on a de l'incivilité, le mal est fait, mais les conséquences peuvent être amoindries.
Et puis, ben, évidemment, si on laisse, ben, on arrive finalement à de la violence psychologique ou parfois même physique. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne veut pas et qu'on veut arrêter tout de suite. Donc, qu'est-ce qu'on fait en fait pour que ça s'arrête et éviter ce genre de choses? Ben, on prévient. On prévient. Donc, ça peut être par expliquer à toutes les personnes de votre projet c'est quoi la dynamique, c'est quoi la culture, comment vous voulez que les gens démontrent du respect envers les personnes. Ensuite, c'est d'avoir une communication qui est toujours ouverte avec les personnes qui sont en lien d'autorité. Donc, par exemple, quand on va faire signer une politique contre le harcèlement, c'est toujours très bien de vraiment écrire qui vont être les personnes en charge de recevoir l'information et d'expliquer le rôle de chacun et de l'ouverture. Parce que c'est une chose de dire viens me dénoncer, mais c'en est une autre aussi de expliquer son rôle et de avant même en fait, qu'il y ait de l'incivilité, du harcèlement, c'est de rassurer les personnes que si jamais il y en avait, la porte ou la personne qui va recevoir le dialogue est la bonne personne en fait pour l'entendre. Parce que il y a eu comment dire, des statistiques qui sont sorties qui malheureusement démontrent que les personnes qui sont victimes de harcèlement ou de violence, quand elles dénoncent, elles sont vues comme des personnes problématiques, malheureusement. Et donc, on a un peu tendance à dire, oh, cette personne-là, elle se plaint, elle dit qu'elle se sent pas bien, qu'elle se sent harcelée. Le projet est très court. Pourquoi pas tout simplement mettre cette personne dans une case? Mais non, ça, on veut couper cette culture-là. Qui était mauvaise et qui a perduré pendant des années et des années, où finalement les personnes qui voulaient dénoncer étaient les personnes qui étaient exclues. Ensuite, en termes de prévention, ben, on veut aussi éviter la surcharge de travail. Donc, c'est plus facile à dire qu'à faire, puisqu'effectivement, dans ce milieu-là, ben, des fois, ça va très, très vite, puis il faut travailler beaucoup, puis pendant de longues heures. Mais ça peut être juste un check-in d'émotion. Comment vous sentez? Est-ce qu'on prend une pause? Aussi de le dire ensemble, bah, écoutez, là, cette période-là, ça va être du stress, mais je veux qu'on le vive ensemble, puis on peut essayer de trouver des mécanismes aussi pour faire baisser la tension, faire baisser le stress au fur et à mesure. Donc, avec une communication qui est non violente, intelligente, on peut finalement continuer à travailler avec une surcharge tout en ne dépassant pas l'entendement, parce que l'être humain, quand il est constamment sous pression, sous stress, c'est là qu'il malheureusement, il y a des comportements déviants qui arrivent. Ensuite, ben, c'est collaborer, faire en sorte que tout le monde puisse avoir un rôle à jouer, clarifier, comme je le disais tantôt, les attentes, puis dissiper tout malentendu. Vraiment laisser la place à un dialogue. Si la personne a l'impression que elle se fait dire quelque chose, puis il y a un malentendu, c'est mieux de le dire tout de suite, en fait, d'avoir vraiment en fait, de pousser vos équipes à parler. Puis, ben, définir les tâches et, comme je le disais tantôt, essayer d'éliminer tout comportement incivil ou toute inconduite, en fait, avant que ça dégénère vers de la violence. Alors, comment vous faites finalement si vous êtes victime de harcèlement? Alors, il faut rester calme sur le coup. Il faut, si possible, aller vers des personnes qui sont des ressources pour vous. Donc, vous pouvez évidemment appeler l'aparté. Nous, on est toutes les victimes de harcèlement. Donc, si jamais vous voulez d'abord juste comme décompresser un petit peu, puis dire, ben, allô, est-ce que je suis en train de vivre ça? Avant d'en parler à la compagnie de théâtre, j'aimerais checker. Ben, vous pouvez appeler évidemment l'aparté. Puis, je vous invite notamment à le dire aussi, parce que vu que c'est une ressource qui est gratuite, ben, pourquoi s'en priver? Ensuite, c'est d'analyser un petit peu la situation, peut-être des fois d'écrire aussi, ça fait du bien, de faire un journal en fait des événements, de dire bon ben à tel moment il s'est passé ça, ça, ça. Et évidemment, votre réaction, elle dépendra du profil de la personne. Donc, parce que un des aspects que demandent souvent les juges, c'est est-ce que vous avez dénoncé votre comportement auprès de votre harceleur? Est-ce que vous lui avez dit que ce n'était pas correct? Donc, c'est vraiment difficile parce que ça dépend de la personne qu'on a. Et puis, plus la personne a un lien d'autorité, plus elle est connue aussi, plus on sent moins à l'aise. Mais
si on veut changer cette culture-là, puis qu'on enseigne à chacun, même la personne qui est super connue et qui est en lien d'autorité, qu'on lui dit, voilà comment ça va fonctionner. Nous, on est tolérance zéro pour le harcèlement. Si une personne ne se sent pas bien, ben, elle va te le dire. Ben, en fait, il devrait y avoir cette opportunité de dire tout simplement à la personne, regarde, tu m'as fait telle remarque, je l'ai vraiment mal pris. Puis bon, ben, toute personne intelligente devrait dire, ah, OK, ben, écoute, je vais changer ma façon de m'exprimer, je suis vraiment désolée, ça serait la meilleure version. Puis si, bon, ben, évidemment, la personne ne réagit pas, puis ou réagit encore plus mal, ben, en fait, ça va juste donner du jus et de la preuve que si on fait un recours en harcèlement, ben, on va montrer que premièrement, la personne, on lui a dénoncé que ça ne convenait pas à son attitude, mais elle a continué. Donc, c'est des choses que vous pouvez écrire aussi si jamais ça devait arriver. Je vous invite vraiment à prendre des notes. Donc, comme je disais, les approches qui sont possibles, ben, c'est parler avec la personne qui est harcelante, lui expliquer votre inconfort. Après, ça va être vraiment important en fait de le dire. Pourquoi? Parce que il y en a qui s'en rendent pas compte, malheureusement. On parlait tantôt de caractère difficile, mais c'est une réalité. Si la personne a un caractère difficile, puis qu'elle a toujours eu l'habitude que les personnes ne disent rien, elle peut ne pas se rendre compte en fait que son caractère est difficile puis provoque de l'inconfort. On n'a pas tous la même intelligence émotionnelle, on n'est pas tous à même en fait de sentir les émotions des autres. Donc ça, c'est pourquoi c'est important de le dire et d'exprimer votre inconfort et de dire je ne tolérerai plus cette façon-là de t'adresser à moi, c'est terminé. Donc c'est ça. Puis sinon, ben, ça va être de parler directement avec une personne qui est en autorité. Donc par exemple, ça peut être le théâtre, ça peut être le metteur en scène, si mettons vous êtes des comédiens ou en tout cas, chaque personne, chaque corps de métier va un peu voir qui est la personne qui serait la plus à même à recevoir cette conversation-là. Et comme je vous disais, prenez des notes. Un journal des événements, ça aide. Ça aide aussi à votre avocat, puisqu'ensuite, quand on doit plaider votre cause, d'avoir vraiment un détail, des heures, pas des heures, mais des dates, ça aide beaucoup. Et plus difficile à faire, mais se détacher de la situation. Puis pour ça, il y a plusieurs ressources, on pourra en voir ensemble, psychosociales en fait, qui vont vous aider à vraiment, premièrement, ben, ensemble, juridiquement, on définit la situation, on vous dit, bon, ben, la situation dans laquelle vous êtes, c'est du harcèlement, c'est dommageable pour vous, mais il va falloir que vous vous protégiez le temps que les choses se calment ou s'arrangent. Ensuite, au niveau d'un autre rôle, bah, c'est quand en fait on est témoin. Donc, comme je disais tantôt, bah, en fait, je vous ai mis un petit exemple, mais je ne sais pas si vous allez vouloir participer tout de suite parce qu'on fait un enregistrement, mais donc, en gros, à l'occasion d'une pratique générale d'une pièce de théâtre qui s'apprête à jouer à la Place des Arts, Catherine, une actrice de renommée internationale, se moque de la prestation de Pascal, un jeune acteur qui a décroché un rôle secondaire. Catherine commence à l'imiter tout en se moquant de lui. Donc là, c'est un peu de dire, bon, vous êtes témoin de ça, qu'est-ce que vous faites? Ben, si vous avez le courage, vous n'avez évidemment pas l'obligation, ça serait en fait d'aller tout simplement parler à Pascal en lui disant, écoute, je suis témoin de ce que tu viens de vivre de la part de Catherine, je trouve ça vraiment difficile, comment te sens-tu? C'est juste ça, juste de ne pas être dans l'indifférence, ça peut beaucoup aider la personne. Ensuite, c'est de lui offrir, on va le voir, des ressources. Donc, première chose, vous voyez cette situation. Vous offrez du soutien à la personne qui subit du harcèlement. Ce soutien, comme je vous dis, ça peut être juste comment ça va, je viens de le voir, es-tu correct, veux-tu sortir un petit peu de la pièce? Ensuite, ben, c'est d'écouter la victime, donc vraiment de ne pas nier ce qu'elle ressent. Donc, si, mettons, une personne vient vous dire, écoute, ça s'est vraiment mal passé en répétition, il m'a parlé comme ça, ben, c'est de l'écouter, pas de dire, ben non, c'est correct, c'est son caractère, il est juste comme ça, parce que les études démontrent en fait que quand on n'écoute pas la victime, mais qu'on vient aussi nier en fait son ressenti, la personne va être en culpabilité. Tout de suite, elle va se dire, ben, c'est ma faute, j'ai surinterprété, ça doit être moi. Et en fait, ça amène ensuite à des conséquences plus dommageables pour la personne. Parfois, quand on arrive à malheureusement des situations de violence qui sont un petit peu plus
grande, ça va être de s'interposer physiquement entre la personne harcelante et la victime, notamment dans le cas de harcèlement sexuel, quand il y a des gestes qui sont posés. Ensuite, ben, c'est de dire à la personne, regarde, ce qui vient de se passer, c'est pas normal, c'est même pas tolérable. Ben ça va venir conforter en fait la personne que, oh, ok, je suis pas la seule, ça se joue pas juste dans ma tête. J'ai un témoin qui vient me dire que la situation est pas normale. Donc ça aide aussi beaucoup dans la prise en charge de la victime de sa situation. Et ensuite, ben, selon votre rôle à jouer dans la situation, c'est d'informer la victime de ses possibilités. Donc, si vous êtes en situation d'autorité sur la victime, puis elle se plaint par exemple d'un autre collègue, ben, c'est de lui dire, écoute, il existe cette politique-là, je t'invite vraiment à la lire, tu vas pouvoir faire une plainte informelle. Sinon, tu peux parler à l'aparté ou n'importe quelle ressource qui existe. Si vous avez un programme aussi d'aide aux employés, c'est le moment de le proposer, mais c'est de montrer à la personne qu'il existe des ressources et qu'elle n'est pas toute seule. Donc, votre rôle, comme je le disais, a priori, au niveau juridique, vous n'avez aucune obligation. Vous n'êtes pas obligé de dénoncer. Vous pourriez regarder deux personnes se chicaner, puis ne rien faire, mais c'est pas ça qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est de créer un milieu qui soit sain, où tout le monde est proactif aussi, puis tant et aussi longtemps que les gens ne feront rien, ben, malheureusement, ça va perdurer. Donc, en étant proactif, ben, ça permet vraiment ce changement de culture qu'on voit de plus en plus dans tous les milieux. Maintenant, si jamais vous êtes témoin d'une situation, puis on est devant un recours, que ce soit une enquête à l'interne, par exemple, suite à une plainte qui a été faite, ou alors un recours judiciaire, ça se peut que vous soyez amené à participer en tant que témoin. Maintenant, en tant que témoin, vous êtes protégé par le sceau de la confidentialité. Il ne devrait pas y avoir de mesures de représailles contre vous parce que vous avez été témoin. Si jamais ça devait arriver, il y aurait également des recours pour vous protéger. Ensuite, en tant que témoin, ben, évidemment, on va vous demander de répondre assez honnêtement à la situation. Et si jamais vous êtes un cadre ou un gestionnaire, ben, vous êtes tenu en fait d'aviser la personne qui est en direction. Je vais boire un petit peu d'eau. Maintenant, en tant qu'employeur, si vous êtes employeur, ça veut dire que c'est vous qui signez le contrat avec la personne. Donc, selon le contrat, c'est vous, en fait, qui avez le lien d'autorité sur la personne directement. En tant qu'employeur, vous avez une obligation d'assurer un milieu qui soit sain et exempt de harcèlement. Donc, en tant qu'employeur, certes, si c'est une situation entre deux collègues, vous pourriez vous dire, oh, j'ai rien à faire là-dedans, le problème est entre deux. Ben, c'est pas vrai. Parce qu'en tant qu'employeur, vous avez ce rôle, en fait, vous devez prendre des moyens raisonnables. Vous n'avez pas une obligation de résultat, mais vous devez prendre des moyens raisonnables de faire en sorte que la situation cesse. Donc, ça pourrait vous être reproché devant un tribunal si vous n'agissiez pas, et vous pourriez même être condamné à des dommages et intégrés envers la victime, quand bien même ce n'est pas vous qui avez commis le harcèlement ou l'agression. Donc, comment vous pouvez mettre en place? Ben, ça peut être tout simplement d'avoir une politique, d'aider la personne à que la situation cesse, en fait, mettre en œuvre finalement des mesures qui soient concrètes et nécessaires pour cesser le harcèlement. Donc, par exemple, vous recevez une plainte, eh bien, c'est le rôle de l'employeur de faire en sorte que la plainte chemine, qu'elle ne soit pas juste sur un coin de table en mode, bon, bah, c'est plainte, ok, non. Il va falloir vraiment être proactif, rencontrer les personnes, essayer de voir s'il y a une possibilité de médiation entre les deux. Puis si jamais on est vraiment dans une situation un peu plus grave, ben, ça d'aller faire une enquête. Donc, on pourra regarder ensemble. La CT a préparé un document vraiment super où vraiment tout est détaillé sur qu'est-ce que devrait faire un employeur. La première des choses, évidemment, ben, c'est de préparer la politique contre le harcèlement pour chaque compagnie. Donc, la politique contre le harcèlement, il y a des modèles qui existent évidemment à la CNSST, au Conseil des arts, mais ce que je vous suggère vraiment, c'est de la modifier et de l'adapter à votre situation. Donc, il faut vraiment que ça vienne inclure la feuille de route de je vis du harcèlement, qu'est-ce que je fais? À qui je me plains?
à quoi ressemble ma plainte? Est-ce qu'elle doit être écrite? Est-ce qu'elle peut être à l'oral? Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Qui va ouvrir le dossier? La médiation, qui est-ce qui va la faire? Est-ce que ça va être l'employeur? Est-ce que ça va être une autre personne comme un ombuds qui pourrait s'occuper de ça? Quel est son numéro? C'est quoi les règles qui vont s'appliquer au niveau de l'enquête? Donc, le rappel de la confidentialité, quel est le rôle des témoins, qu'est-ce que du harcèlement, qu'est-ce que l'incivilité, toutes ces choses-là devraient être écrites de façon précise, mais c'est surtout qu'à la première lecture, on devrait être capable de savoir comment va cheminer le dossier étape par étape, sans forcément écrire les dates, hein, mais on peut même mettre des délais, de dire, ben voilà, une plainte devrait être prise en charge dans la semaine à laquelle elle est faite, puis l'enquête devait être dépêchée assez rapidement, vraiment expliquer tout ça, puis le type de sanction aussi donc, qui peut survenir. Pourquoi? Parce que c'est un effet dissuasif aussi. Vous commencez un contrat, vous recevez votre contrat, vous recevez la politique. Il faut vraiment inciter la personne à la lire aussi parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui signent mais qui ne lisent pas les politiques, de la lire et de voir, oh ok, l'incivilité, ça ne fonctionne pas, c'est décrit, c'est défini. Si mon comportement est déviant, ma sanction, c'est que je pourrais peut-être ne plus jamais travailler avec cette compagnie-là. Tout ça, ça permet d'éviter en fait l'omerta où il ne se passe rien. Puis c'est ça, donc ça doit inclure les principes d'intervention, identifier les personnes ressources, c'est vraiment important que ce soit fait avec vraiment, s'il y a un roulement de personnel, il faudrait que la politique soit ajustée. C'est important parce que ce qu'on se rend compte souvent, c'est que quand il y a du harcèlement, des fois les gens ne savent pas à qui s'adresser. Et aussi, devrait être indiqué dans toute politique un paragraphe en fait sur les mesures de représailles parce que déjà c'est difficile de dénoncer une situation de harcèlement, mais qu'en plus on a peur d'avoir des représailles, ben, ça devrait être indiqué tout de suite avec une pensée de mon Dieu, si ça l'arrive, voici ce que je fais. Et évidemment, ben, elle doit être connue et diffusée auprès de tout le monde. Je pense qu'il y a un autre message dans le chat. Ah, super. Oups. Donc, vous avez le guide d'intervention et de traitement des plaintes qui a été fait par la CT, qui est vraiment très bien fait, super vulgarisé. On peut aller regarder rapidement ensemble d'ailleurs. Je vais juste revenir là-dessus. Donc, vous avez plusieurs documents. Vous avez l'aide-mémoire à la rédaction d'une politique, le guide de prévention, puis le guide d'intervention et de traitement des plaintes qui est vraiment très bien fait. Ça permet vraiment de voir, ben, en fait, qu'est-ce que vous devez faire, c'est quoi la structure lorsqu'on reçoit une plainte. Donc, vous allez voir les mesures qui sont immédiates et temporaires que vous pourriez mettre en place tout de suite. Vous avez les bonnes pratiques, les premières démarches. Est-ce qu'une plainte est recevable? Si elle est recevable, qu'est-ce qu'on fait? Si elle est irrecevable, pourquoi? Tout le processus d'enquête aussi, parce qu'une enquête, ça demande d'être fait de façon très diligente. Ça demande aussi de prendre des notes, que le dossier soit écrit, qu'il reste quelque part. Donc, c'est quand même presque apprendre un nouveau métier. Le métier d'enquêteur existe. Souvent, ce sont des avocats qui le font. Mais si jamais vous êtes amené, vous, dans votre pratique, à devenir enquêteur, ben, ça prend une formation aussi de vraiment se mettre dans ce rôle-là. C'est pas facile. La même chose pour la médiation. C'est pas tout le monde qui peut se réveiller un matin puis décider de faire une médiation, d'être médiateur entre deux personnes qui vivent un conflit. Donc, je vous invite, si jamais un jour vous deviez occuper ce rôle-là, à vraiment obtenir une formation adéquate. Donc voilà, vous pourrez passer au travers de ce beau document-là qui est vraiment super bien fait. Hop, je retourne à... Maintenant, rapidement, un petit mythe, le travailleur autonome n'a pas de recours. Donc ça, c'est un mythe qu'on entend souvent et la réponse est que c'est faux. Même si vous êtes travailleur autonome à contrat et que vous n'êtes donc pas un salarié au sens de la loi sur les normes du travail, vous avez quand même plusieurs recours qui existent. Bon, la première, c'est la politique de l'employeur ou du diffuseur, comme on en a parlé.
c'est un recours qui est non judiciaire, juste pour préciser, parce que il arrive beaucoup que les personnes rentrent dans ce processus et se disent, ça y est, mon dossier est judiciarisé, je vais avoir réparation. Non, pas toujours. Donc, parfois, il peut même y avoir plusieurs recours qui se font en parallèle. Donc, ça, je vous invite vraiment à nous appeler ou à poser des questions directement à la personne qui a créé la politique. Si c'est du harcèlement sexuel, ben, vous pouvez déposer une plainte à la CDPDJ. Donc, c'est gratuit. À la différence, par exemple, de la CNSST, qui serait l'endroit où vous déposeriez si vous étiez salarié, la CDPDJ, vous déposez un dossier directement contre l'agresseur ou l'harceleur. Donc, mettons que je travaille pour l'aparté, je me fais harceler sexuellement par un collègue. Ben, à la CDPDJ, je ne vais pas déposer forcément mon dossier contre l'aparté, je vais pouvoir le déposer contre la personne en fait qui m'agresse. Puis si le juge considère qu'il y a de la preuve, puis que mon dossier est solide, puis que finalement il y aurait des dommages par exemple, ben, ça se peut que ce soit l'agresseur directement qui vous transmette les dommages. Par contre, au niveau de la CNSST, même si on n'est pas salarié, donc, parce que la CNSST, pour expliquer très brièvement, c'est la Commission des droits de la personne, excusez-moi, c'est la Commission santé et sécurité au travail. Il y a deux volets en fait. Il y a un volet qui est vraiment sur les accidents du travail et il y a un volet qui est plus sur les normes du travail. Donc, par exemple, quand on ne respecte pas votre droit au congé de maternité, ben, ça serait plus à la section de normes du travail. Par contre, à la section santé et sécurité, ben, en fait, si vous vivez du harcèlement et que, mettons, vous arrêtez de travailler, vous avez un mot de votre médecin qui vient dire que c'est que vous avez des conséquences psychologiques qui vous empêchent de revenir dans ce milieu de travail-là, ben, ça pourrait être considéré comme un accident de travail. Et dans ce cas-là, vous pourriez avoir en fait des indemnités qui vous permettraient d'avoir accès ben, à un salaire le temps que vous vous remettiez de la situation, mais aussi à des suivis psychologiques. Donc, ça, c'est un recours qui existe et qui est vraiment à faire si jamais ça devait arriver. Ensuite, ben, il y a les recours civils vraiment lambda à la Cour du Québec. En fait, ça dépend du montant d'argent que vous allez réclamer. À la Cour des petites créances, c'est maximum 15 000 $. À la Cour du Québec, c'est maximum 85 000, puis plus de 85 000, ça tombe à la Cour supérieure. Si jamais aussi bon, ben, vous êtes victime d'agression, là, vous avez aussi la possibilité de déposer un dossier à la police, une plainte. Si jamais c'était des violences qui sont à caractère sexuel, la police, de plus en plus, en fait, a des personnes qui sont formées pour prendre les plaintes. Donc, il y a eu un avancement quand même majeur là-dessus. C'est-à-dire que si jamais la personne venait de vivre, je sais pas, je veux dire un viol, par exemple, avant, comment ça se passait, c'est que le policier ou la policière allait poser des questions vraiment très, très détaillées, puis ça pouvait vraiment faire revivre la situation à la personne. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins comme ça. On va vraiment juste prendre brièvement les plaintes et ensuite, ça va être envoyé à une institution de la police qui est spécialisée là-dedans. Si jamais ça devait arriver ou à des proches, je vous invite vraiment aussi à aller voir les ressources spécialisées puisque maintenant, on n'est pas obligé d'aller à la police pour porter plainte. On peut aller dans un organisme de protection des victimes où le policier ou la policière va se déplacer directement pour prendre la plainte. Donc, des fois, c'est moins intimidant que d'aller dans un poste de police comme ça. Et ben, récemment, avec la loi sur le changement de l'artiste, il va y avoir des nouveaux recours. Comme je vous disais, on a besoin de détails encore là-dessus, mais le tribunal administratif du travail, en fait, va avoir des pouvoirs étendus pour entendre des réclamations de harcèlement psychologique pour des artistes qui avant n'avaient pas cette possibilité-là. Donc ça, c'est vraiment une belle avancée avec des nouveaux recours. Puis nous aussi à l'aparté, on va vous aider en fait dans ces recours-là. Les détails seront à suivre, puis on essaiera de vulgariser le tout parce que pour l'instant, ça a été adopté le 3 juin. Donc nous-mêmes, nous ne savons pas plus que ça. Donc vous l'aurez compris, dans tous les cas, ben, ne rien faire n'est pas une solution. Puis ça va, la photo est un peu drôle, mais en fait, on vous dit de ne pas faire l'autruche parce que toute situation qui va être niée, finalement, va juste continuer. Donc, d'être silencieux, parfois, ce n'est pas la solution.
Puis, pour vous aider dans tout ça, il y a des organismes d'aide, vous n'êtes pas seul évidemment. Il y a le groupe d'aide et d'information en harcèlement sexuel au travail, par exemple, qui s'appelle le GAST. Eux ont vraiment une approche psychosociale. Nous, on les réfère beaucoup parce qu'il faut comprendre que quand une personne vit du harcèlement, ses besoins sont multiples. Elle peut avoir besoin d'un soutien psychologique avant même d'avoir besoin d'un soutien juridique et parfois c'est concomitant. Donc, il faut que les deux se passent ensemble. Donc, eux, ils font un travail exceptionnel. Puis, ils aident aussi à tout ce qui est prévention et sensibilisation. Vous avez le regroupement des centres d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel, donc vraiment spécialisés là dans les violences à caractère sexuel, notamment avec eux que vous pourriez, par exemple, ils pourraient vous accompagner pour déposer une plainte à la police, chose qu'on fait aussi également. Si vous aviez, c'est pas noté, mais récemment, en fait, Jury Pop a pris le mandat de la Fondation des artistes. Donc, si jamais vous aviez des questions par rapport à tout ce qui n'a pas trait au harcèlement ou aux violences à caractère sexuel, vous pourriez avoir le droit avec la Fondation des artistes à 4 heures gratuites. Donc, vous signez un contrat, vous avez des questionnements, vous pourriez. Puis c'est Jury Pop qui va s'en occuper. Bon, l'aparté, c'est nous. Puis sinon, vous avez au bas de l'échelle, le mouvement Action Chômage, vous en avez vraiment beaucoup. Puis si vous voulez aller un petit peu plus loin dans ce qu'on s'est dit, moi, je vous invite vraiment à regarder les documents qui ont été faits par la CT, qui sont super vulgarisés et puis très clairs. Mais sinon, si vous voulez aller voir, vous avez la Commission des normes de l'équité et de la santé au travail, la CDPDJ, si vous voulez regarder comment déposer une plainte en harcèlement sexuel, etc., etc. Puis Éducalois aussi, qui est un partenaire qui vulgarise en fait des concepts juridiques. C'est pas mal ça. Puis, vous avez nos coordonnées ici. Donc, moi, c'est maître Angelica Bracelente, mais vous avez aussi maître Camille Vechter qui n'est pas présente aujourd'hui, qui est une autre avocate qui pourrait répondre. Puis, je voulais vous montrer, dans le fond, notre site Internet rapidement pour que vous compreniez. Donc, ça, c'est notre site Internet. Puis, il y a plusieurs façons de nous contacter, mais je vous dirais que la plus simple, à part par téléphone ou par courriel, c'est ici. Vous avez en fait un petit formulaire à remplir. Vous pouvez nous écrire un message, puis nous, ça va tout de suite en fait vous créer un début de dossier. Puis généralement, Juste, on ne voit pas encore on ne voit pas sur l'écran le site Internet. Ah, je suis désolée. Attends. Merci de me l'avoir dit. OK. Est-ce que vous le voyez là maintenant? Oui. OK, super. Alors, je vais recommencer. Donc là, c'est le site de l'aparté. Vous avez de l'information sur nos services, puis de la vulgarisation un petit peu des concepts qu'on vient de voir. Vous avez également des blogs. On essaie d'écrire des articles un peu à chaque mois. Bon, là, ça faisait un petit moment qu'on ne l'avait pas fait, mais pour vous mettre au courant là, des dernières avancées juridiques pour le droit des artistes et des travailleurs culturels. Et ensuite, si vous voulez nous contacter, eh bien, vous pouvez tout simplement soit nous appeler ici, soit nous écrire un courriel ou nous contacter à l'aide du formulaire où vous écrivez votre prénom, votre adresse courriel, votre numéro de téléphone, comment vous voulez être contacté, quel est le meilleur moment pour vous. Un petit court message, on ne vous demande vraiment pas de nous expliquer l'entièreté de la situation, mais vraiment juste nous dire un petit peu les motifs. Puis ensuite, on va vous appeler, on va ouvrir un dossier avec vous et on va faire une première consultation juridique. En fait, la première personne à qui vous parleriez ce serait notre adjointe juridique qui vérifierait que vous êtes bien un travailleur culturel ou un artiste et qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts, puisque nous ne défendons pas les personnes qui agressent ou qui harcèlent. Il y a d'autres choses qui existent pour eux, mais malheureusement, nous, ce serait en conflit d'intérêts parce qu'on est vraiment une ressource pour les victimes. Fait que c'est ça. Mais merci pour votre attention. J'ai parlé un peu vite, je crois. Mais je suis là pour les questions, pour discuter, puis c'est ça. Ah non, ça va, il est 15 heures. Ce qu'on avait prévu.
Ben, merci beaucoup pour la présentation. J'en profite pour dire un petit mot là, avant de laisser les collègues poser leurs questions. Juste vous dire que sur le site de la Cité, là, comme Maître en a parlé, la Cité a produit plusieurs documents, dont un modèle de politique que vous pouvez utiliser pratiquement tel quel, là, changer deux, trois informations, dont les personnes responsables de recevoir les plaintes. Donc, on vous invite à consulter le lien qu'on vous a mis dans le chat. Aussi, parce qu'il y a plusieurs producteurs là, parmi nous, juste vous rappeler qu'en tant qu'employeur, même diffuseur, vous êtes dans l'obligation d'avoir une politique de prévention du harcèlement. Donc, si ce n'est pas fait, on vous encourage à en mettre en place une le plus rapidement possible.